Alors, merci Sylvie. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. On a un sujet important à débattre. Préparez vos questions pour la deuxième partie de cette rencontre. On a dit beaucoup de choses sur la laïcité et sur la loi 21, qui est un peu la dernière étape. Je pense que Daniel l'a très bien présenté. Et la laïcité est la suite d'une longue histoire qui remonte au début de la civilisation et qui nous mène effectivement à une décision que nous devons prendre. Et cette décision que nous devons prendre, vous ne serez pas surpris de m'entendre le dire, c'est celle de l'indépendance du Québec. Mais pour y arriver, cela ne peut se faire sans que les citoyennes et les citoyens éprouvent d'abord un sentiment d'appartenance à la nation. Lorsque je suis devenu indépendantiste, c'est en lisant le livre de Marcel Chaput, faussement intitulé « Pourquoi je suis séparatiste », parce qu'il était opposé à ce titre. Pour lui, c'était quelque chose de positif, de prendre nos responsabilités devant l'histoire et devant aussi les valeurs qui se sont développées parmi le peuple québécois en toutes ces années qui ont précédé cette loi 21. Donc, cela ne peut se faire sans que les citoyens et citoyennes éprouvent un sentiment d'appartenance à la nation. Mais pour l'éprouver, il faut la laïcité. La laïcité qui favorise le partage d'un ensemble de principes d'égalité, de liberté de conscience et qui mettra fin aux tendances, aux oppositions entre les religions. Les deux objectifs sont liés. Sans la laïcité de l'État québécois, la nation québécoise est en voie de se disloquer actuellement. Elle se disloque sous l'influence des communautarismes de toutes sortes. Et c'est là où nous conduit la logique multiculturaliste canadienne qui a été imposée au Québec lors du rapatriement de la Constitution, le coup de force de 1982, suite à la nuit des longs couteaux, ce qu'on a appelé, nous, la nuit des longs couteaux. Et d'autre part, ça a été souligné abondamment par mes deux collègues, la loi 21 est pourtant une demi-mesure, une simple demi-mesure, qui demande une laïcité plus complète de l'État québécois. Et elle sera davantage mise en échec si jamais on s'avisait de passer d'une demi-mesure à une loi cadre de la laïcité. Elle sera d'autant plus combattue âprement, comme elle l'est déjà. Alors, le récent jugement de la Cour d'appel du Québec sur la laïcité a été largement célébré comme une grande victoire. Vous avez vu ça dans les journaux. C'est comme si on avait atteint un objectif extraordinaire. En fait, c'est simplement une loi de l'Assemblée nationale qui est contestée. Autrement dit, on conteste à l'État québécois le droit de passer des lois en fonction de ses valeurs dès qu'elles divergent de ce qui est devenu la règle et, je dirais, le credo du Canada anglais et d'une partie de la société québécoise qui est le multiculturalisme centralisé au Canada. Donc, c'est une victoire importante. Je pense que Daniel l'a souligné, il y a quand même des gains, mais c'est des gains fragiles, c'est des gains provisoires. Donc, on est là. La loi sur la laïcité de l'État est une loi modérée, tellement modérée qu'on peut se demander pourquoi elle a été si âprement combattue et qu'elle l'est encore avec autant d'acharnement dès le lendemain de son adoption, le 16 juin 2019. Ça fait maintenant 5 ans que ça dure. Et dès le lendemain, il y avait déjà une contestation de cette loi. Elle est modérée, ça a été souligné par le nombre limité de catégories d'employés de l'État auxquelles elle s'adresse. Elle est modérée parce qu'elle ne fait pas aussi. La loi ne s'applique pas aux services de garde, aux maternelles,
aux institutions privées, aux collèges, aux universités, aux organismes des réseaux publics de santé. On a un double réseau au Québec, un réseau anglophone, un réseau francophone. Et de toute façon, la loi ne s'applique à aucun des deux réseaux. Et elle ne limite aucunement le droit de professer une religion, de la pratiquer. Toutes les religions doivent être traitées également. La loi ne remet pas en question le financement des écoles religieuses, ni des relations de l'État avec les 4 ou 5 milliers d'organismes soutenus par les différentes corporations religieuses. Et malgré ce caractère très limité des mesures prises par les différents gouvernements du Québec, la laïcité a été combattue et est combattue férocement, et elle l'a été sur tous les gouvernements du Québec. Alors Daniel a fait l'historique. Lorsque le gouvernement Charest, en 2010, a déposé la loi 94, son gouvernement a été accusé par la Fédération des Canadiens musulmans d'avoir succombé à l'islamophobie et au racisme. Le gouvernement Charest. Maintenant, un peu plus tard, vous savez ce qui est arrivé avec ce qu'on a appelé la Charte des valeurs du gouvernement Marois. Un peu plus tard, la loi déposée par le gouvernement Couillard a été suspendue en 2017 par la Cour supérieure du Québec. Et ces 3 tentatives ont été âprement combattues. Donc, en 2019, le maire de Homestead avait même parlé de nettoyage ethnique, pendant que plusieurs villes et commissions scolaires annonçaient leur intention d'enfreindre la loi. Ce qu'elles n'ont finalement pas osé faire, mais plutôt porter l'affaire devant les tribunaux canadiens. Dans ces 3 cas, comme dans celui de la loi 21, tous les sondages démontraient pourtant un appui massif de la population du Québec. Alors, cette opposition féroce ne se limite pas à l'intérieur du Québec, elle est pan-canadienne. Plusieurs villes, j'en nomme quelques-unes, Calgary, Kingston, London, Toronto, Victoria, Winnipeg, ont annoncé vouloir financer les groupes qui contestaient la validité de la loi 21. Une loi qui ne les concerne en rien, qui ne touche pas leurs citoyens, ceux qui payent des taxes. Alors, ils ont été déboutés à un moment donné en cours, comme pour mauvaise utilisation des taxes de leurs citoyens, puisque ceux-ci ne sont aucunement concernés par la loi 21. Plusieurs premiers ministres d'autres provinces et certains juges des cours supérieures ont dénoncé le soi-disant racisme de la loi, qui porte pourtant sur la liberté de religion, la liberté de conscience, et non pas sur quelques vendetta à l'égard de telle ou telle confession ou telle appartenance raciste ou autre. Le Globe and Mail et le National Post ont entrepris une campagne de désinformation contre la loi, contre le gouvernement du Québec et contre les Québécois en général. En résumé, un déluge de contre-vérités attaquant la réputation du Québec, la promotion du non-respect de la loi et de multiples appels au gouvernement des juges, aux tribunaux, contre une loi adoptée démocratiquement par l'Assemblée nationale du Québec et soutenue par sa population. Directement ou indirectement, c'est la souveraineté parlementaire du Québec, même dans les champs limités que lui consent la Constitution canadienne, qui est en procès. C'est notre liberté de choisir, même dans les faibles compétences que nous accorde la Constitution. Derrière cet intense débat de société, ponctué d'accusations non fondées, se cache un conflit entre 2 conceptions distinctes de la société et de la démocratie, entre 2 modèles d'intégration et de gestion de la diversité. Au Canada règne une conception de la société fondée sur le libéralisme individualiste anglo-saxon, le multiculturalisme, qui s'est imposé au Canada depuis les années de Pierre-Éliott Trudeau en tant qu'idéologie officielle de l'État canadien en matière d'intégration et de gestion de la diversité culturelle. Le Canada cherche à se définir comme un assemblage de communautés ethno-culturelles
composant le pays, et de ce fait, il encourage la division, la séparation des citoyens et des citoyennes selon les communautés auxquelles elles peuvent appartenir. La montée en puissance d'un wokisme américanisé, la pression militante d'organisations religieuses fondamentalistes, une politique d'immigration massive qui ajoute à la pression communautariste, tout milite au Canada pour séparer les citoyens et pour la réintégration du religieux dans la société. Un exemple frappant est la tentative d'introduction des hypothèques halal. Vous avez vu ça ces jours-ci. Dans le récent budget du gouvernement Trudeau, c'est caché dans le budget et on vient de s'apercevoir de ça, ce concept est issu de la charia islamique. Il ne fait pas l'unanimité chez tous les musulmans, mais il est appuyé par la frange islamiste la plus militante. Selon un commentateur, et là je le cite, « Il faudrait permettre à des gens d'avoir accès à un financement compatible avec leurs convictions religieuses, ce qui serait cohérent avec les valeurs fondamentales du Canada et notre fière histoire. » Alors voilà où on en est rendu. Notre histoire du Québec est tout autre. Nous procédons d'un autre modèle. Depuis 60 ans, le Québec a évolué d'une société sous l'emprise de l'Église catholique, c'était abondamment mis en évidence tantôt, dans les affaires de l'État, pour devenir l'une des nations les moins religieuses en Occident. La pratique religieuse est pratiquée par 2 fois moins de citoyens ici que dans les autres provinces canadiennes et dans la plupart des pays. Et donc, une société, l'une des nations les moins religieuses en Occident. Pour la majorité, la religion doit essentiellement se vivre dans la sphère privée. Le Québec se caractérise par une pratique sociale fondée sur une vision républicaine, laïque et universaliste de la vie en société qui traite tout le monde sur un plan d'égalité. Cela implique que si une personne adopte une certaine pratique religieuse, il lui revient normalement d'accommoder celle-ci avec les règles communes que tous doivent respecter et non l'inverse. La laïcité à la québécoise qui émerge de la Révolution tranquille repose sur les principes qui ont été évoqués tantôt, donc la séparation totale de l'Église et de l'État, la neutralité religieuse de l'État, la liberté de conscience, la liberté de pratiquer sa religion, celle-ci n'étant qu'un cas particulier de la liberté de conscience, la liberté de pratiquer la religion de son choix ou de n'en pratiquer aucune. Il est donc hors de question qu'une religion, quelle qu'elle soit, s'insère dans le système financier et plus largement dans les affaires civiles au Québec. Cette évolution divergente du Québec de celle du reste du Canada explique que la laïcité à la québécoise soit tellement inacceptable dans le reste du Canada. Et pourquoi elle est si âprement combattue et dénaturée par certains secteurs de la société québécoise et par l'ensemble de l'État multiculturel canadien. Alors maintenant, la loi 21 s'en va à la Cour suprême. Donc, il y a déjà 4 organismes, je pense qu'il y a eu un 4e aujourd'hui ou hier, qui contestent la légalité de la loi et surtout son contenu. Et c'est la clause de souveraineté parlementaire ou de dérogation ou la clause de non-obstant, que nous on appelle la clause de souveraineté parlementaire, qui sera forcément au centre des réflexions de la Cour suprême. La Cour suprême pourrait décider d'être créative, comme elle l'a été lors du rapatriement de la Constitution en 1982. Là, André pourrait vous en parler plus longtemps que moi là-dessus. Mais ce qui s'est passé en 1982, et c'est très bien expliqué dans le livre de notre ami Bastien qui l'évoquait tantôt, La bataille de Londres, devant les provinces comme le Québec, qui affirmaient qu'une règle de droit exigeait le consentement unanime de toutes les provinces, la Cour avait décrété qu'Ottawa pouvait procéder avec l'accord d'un nombre substantiel de provinces.
C'était un virage assez important. Le mot substantiel n'étant pas défini, on laissait ça aux politiques. Alors, cette décision de la Cour suprême niait donc le droit de veto du Québec et ouvrait la porte au coup de force de 1982 qui nous a valu des changements constitutionnels sans l'accord du Québec que la Cour est maintenant chargée de faire respecter partout, même au Québec. Dans le contexte actuel, 3 mouvements de fond inciteront la Cour suprême à se montrer à nouveau créative. Le premier, c'est la montée en puissance du multiculturalisme comme mode de gestion de la diversité au Canada. En instituant la politique de multiculturalisme en 1971, Pierre-Éliott Trudeau récusait les conclusions de la commission Laurendeau-Dunton sur le biculturalisme, niant ainsi l'existence de la question nationale québécoise et mettant fin au mythe des 2 nations qui avaient convaincu les Québécois d'adhérer à l'arrangement de 1867. En 1982, la Constitution canadienne était rapatriée de Londres et imposée au Québec, donnant aux tribunaux le pouvoir d'invalider les lois des provinces, dont la Charte de la langue française, qui l'a été abondamment à de multiples reprises. En 1988, le Parlement du Canada votait la loi sur le multiculturalisme canadien qui reconnaît le fait que le multiculturalisme est une caractéristique fondamentale de l'identité du patrimoine canadien et constitue une ressource inestimable pour l'avenir du pays. On est passé du biculturalisme au multiculturalisme et à une loi cadre qui a des applications dans tous les secteurs où le Parlement du Canada intervient et où doivent intervenir également les parlements des provinces. C'est un changement fondamental du régime canadien qui a été suivi de nombreuses mesures dans tous les domaines, notamment en faisant dépendre les subventions d'Ottawa dans les universités de clauses EDI, équité, diversité, inclusion, qui ont été jusqu'à faire en sorte qu'on ouvre des chaires de recherche uniquement en autant qu'ils ne s'adressent... Enfin, les hommes blancs n'avaient pas de droit de se présenter parce qu'ils ne contribuent pas au rétablissement des pourcentages selon les différentes catégories de la population. Ça inclut non seulement les religions, mais la diversité de genre et la diversité même de pratiques sexuelles. Et où les universitaires doivent remplir des questionnaires maintenant pour avoir accès au financement d'Ottawa. C'est un changement, donc, fondamental du régime canadien qui a été suivi de nombreuses mesures dans tous les domaines. Et notamment en faisant dépendre ces subventions d'Ottawa des clauses EDI qu'on pourrait appeler aussi entreprises de déconstruction de l'identité nationale. C'est ce que ça fait au Québec. Exactement ça. Alors, on a assisté au Québec à une ghettoisation accrue de la société, en particulier à Montréal, bien sûr, contraire au sentiment d'appartenance à la nation québécoise. Dans son analyse, la Cour suprême ne pourra pas ignorer cette montée en puissance des communautaristes dans son analyse de la loi 21. Ce qui pourrait l'inciter à des recommandations opposées aux valeurs universalistes du Québec. Deuxième élément qui va inciter la Cour suprême à beaucoup de créativité, il existe une tendance trudeauiste dans les jugements de la Cour suprême. Alors récemment, le professeur Guillaume Rousseau a fait une analyse de 29 jugements de la Cour suprême et de la Cour d'appel du Québec pour voir quelle était l'influence de la pensée trudeauiste, qu'il définit ainsi comme favorable au bilinguisme symétrique et au multiculturalisme, aux droits individuels, à un État central et un pouvoir judiciaire fort, mais défavorable à un droit de veto constitutionnel pour le Québec et une réforme constitutionnelle qui lui donnerait plus d'autonomie. Je pense que ça décrit bien la tendance trudeauiste à Ottawa. Il en conclut que les juges nommés par le gouvernement de Justin Trudeau ont beaucoup tendance à rédiger des jugements conformes à la pensée des Trudeau.
Alors, sur 29 jugements, 17 sont conformes aux positions des Trudeau, et plus fortement à la Cour suprême qu'à la Cour d'appel, et plus fortement en matière de droit individuel qu'en matière de partage des compétences. Alors, cette tendance nous indique, encore une fois, que la Cour suprême risque de ne pas être neutre, surtout que la loi 21 contredit clairement la politique multiculturaliste chère à la pensée des Trudeau. Troisième élément, il y a la position très claire du gouvernement canadien actuel qui vise à enlever au Québec cette arme de la clause de dérogation, qu'on appelle clause de souveraineté parlementaire. Cet espoir est clairement démontré par l'empressement du gouvernement Trudeau à appuyer rapidement et sans nuance les opposants contre la loi sur la laïcité de l'État. Et en novembre 2022, Justin Trudeau a déclaré encore plus clairement son parti pris. Il a déclaré ceci: « C'est inacceptable qu'un gouvernement utilise la clause non-obstant de façon préventive parce que ça empêche les tribunaux de même pouvoir regarder si c'est constitutionnel ou non. » Donc, il y a une volonté d'édulcorer, d'encadrer la clause de souveraineté parlementaire qui pourrait inciter Ottawa à faire son propre renvoi à la Cour suprême, parce qu'ils peuvent aussi aller appuyer les groupes qui contestent la loi 21, mais ils pourraient aussi demander un renvoi à la Cour suprême précisément pour examiner l'étendue, les modalités d'application de la clause de souveraineté parlementaire qui, je le répète, est le seul barrage qu'on offre aux tribunaux qui leur permet de désavouer des lois votées par le gouvernement du Québec. Alors, dans leur examen de la loi québécoise sur la laïcité de l'État, les honorables juges de la Cour suprême seront de plus en conflit d'intérêts au sujet de la clause de dérogation. Pourquoi? Parce que celle-ci vise à éviter le gouvernement par les juges. C'est un rôle que ceux-ci aiment bien se prévaloir. Et la clause de dérogation limite le champ d'action des juges. C'est un fait. On l'a vu avec le jugement de la Cour d'appel qui a dit « Je ne peux pas me prononcer sur le fond parce que le gouvernement du Québec a invoqué la clause dérogatoire. » La Cour suprême, en plus, fait partie d'un État qui évolue lentement, mais sûrement, d'une quasi-fédération. Le Canada n'a jamais été une vraie fédération. Un régime unitaire où les compétences constitutionnelles des provinces sont de moins en moins respectées. La Cour ne peut qu'examiner les modalités d'application de la clause de dérogation en tenant compte de ce contexte-là, de l'évolution, toujours dans la même direction, de la société canadienne. Donc, j'en arrive un peu à ma conclusion. Je vais citer ici le premier ministre français, Gabriel Attal, qui a récemment donné un appui tellement éloquent à la démarche du Québec en matière de laïcité. Je le recite parce que ça vaut la peine de le réentendre. Il a déclaré ceci: « Face à ceux qui font mine de ne pas comprendre ce qu'est la laïcité, faire croire qu'elle est une forme d'arme anti-religion, faire croire qu'elle est une sorte de négation des religions, faire croire qu'elle est une forme de discrimination, nous répondons que la laïcité est la condition de la liberté, est la condition de l'égalité et est la condition de la fraternité. » C'est très fort. Ça a été applaudi par les députés de tous les partis, même ceux qui s'opposent à certains aspects de la loi. Et peut-être. Et il venait de dire aux Québécois, à l'instar d'un certain général, « Je vous ai compris ». Car c'est ce même idéal républicain et universaliste qui sous-tend la loi 21. Il est largement partagé par notre population. Et l'esprit républicain vise à établir un climat de liberté, d'égalité et de fraternité qui appelle la participation de tous les citoyens, de toutes les citoyennes à la vie de la société et à la construction de ce pays du Québec.
Les accusations injustifiées et l'ampleur des déclarations hostiles contre les lois du Québec trahissent un vieux fond oppresseur à l'égard de l'Empire britannique dans l'histoire, à l'égard du Québec. En majorité, l'opinion publique canadienne voit le Québec comme une province comme les autres et les francophones du Québec comme une communauté ethnoculturelle comme les autres. Notre nation n'existe pas. Notre Assemblée nationale n'aurait pas le droit d'adopter ses lois en fonction de sa propre définition du vivre ensemble, même avec un appui très large de la population. De quel droit? De quel droit les villes et les provinces hors Québec se mêlent-elles de nos lois fondamentales? Au cours des prochaines années, la laïcité de l'État québécois devra être non seulement préservée, mais étendue. Parce que c'est une demi-mesure. Et cela sera évidemment impossible à une province du Québec soumise aux tribunaux canadiens. Si la Cour suprême du Canada devait retirer au Québec le simple droit de mettre ses lois à l'abri, il deviendra encore plus clair, comme cela est déjà le cas à l'égard de la langue française, qu'il est urgent de sortir du carcan canadien. La Constitution de la République du Québec le permettra, et André y a travaillé beaucoup. On a élaboré un projet de loi avec Martine Ouellette, avec Louis Bernard, qui place au tout début de la Constitution d'une République du Québec l'affirmation, dès le début, que le Québec est une république laïque de langue française. Nous approchons de la fin d'une route de plus en plus impraticable où nous avons été forcés par les armes il y a 264 ans. Elle nous conduit à la décomposition de notre nation. Le temps approche où le choix se posera entre deux chemins, la lente assimilation ou l'indépendance. Le combat de la laïcité nous conduit clairement vers l'établissement de notre propre modèle de société en fonction de nos valeurs, ce qui est possible uniquement dans un pays indépendant. Merci. Merci beaucoup à Daniel Barry, André Binette et Gilbert Paquet. Nous allons maintenant faire une pause de 15 minutes. Il y a du café, des biscuits, des revues, des livres, des feuilles, enfin, et des gens à qui échanger. À plus tard, on se retrouve dans 15 minutes. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Ça se complète bien. Oui, ça se complète bien. Oui,